on avait envie de revenir un peu sur l'histoire de ces pôles territoriaux, et c'est pourquoi on a demandé à Claude de venir nous parler un peu des débuts de ce moment de coopération qui n'était pas gagné, si tu veux bien venir nous rejoindre, Claude, qui n'était pas vraiment gagné au début. On se revoit régulièrement dans le cadre de l'interréseau avec le Conseil national des Cresses, le RTES, Coras, le MES, et on a l'habitude de dire, avec l'animation du labo d'économie sociale et solidaire, dont tu as, je dirais pas, confié la présidence à Uxibi, qui sera présent dans un atelier tout à l'heure, mais revenir sur le passé, tu conviendras avec moi que c'est toujours utile de voir d'où on vient pour savoir un peu où on pourrait aller. Voilà, mais tu peux t'asseoir à mon avis. Non, ça va. Très bien. Il a démontré. Merci encore d'être venu de bon matin nous retrouver, Claude. Merci à toi, François. Merci à vous. Enfin, d'abord, je voudrais dire que je me réjouis de venir pour la troisième fois à Phare. Enfin, c'est toujours un plaisir de voir comment cette entreprise qui est PTCE maintenant évolue bien et évolue dans une volonté enfin de travailler avec les autres. Enfin, je crois que c'est une des résolutions principales de Phare, et donc vous allez pouvoir aujourd'hui faire une belle journée. Donc à la demande de François, et je crois en effet que c'est utile de rappeler comment est né, d'où est née l'idée, le concept enfin, de PTCE. Je repartirai de la fin de la guerre. Avant la fin de la guerre, le programme du Conseil national de la résistance en France, mais aussi Keynes et Beveridge en Angleterre, et puis New Deal aux États-Unis, en réaction à la terrible crise de 1930 et à l'enfer de la guerre, ont ouvert vraiment les voies à 30 années de progrès économique et social, à la fois en France et, il faut le dire, dans la plupart des pays occidentaux. Évidemment, les limites de ces progrès dans une économie qui, spontanément, naturellement, privilégie le capital face aux salariés, face à la population, et puis le basculement néolibéral dans les années Reagan-Thatcher ont profondément dévié l'économie, disons, à la fin des années 70. Pas fermé mon... Ah. Il est dans ma... Il va faire charger. Excusez-moi. Il faut faire un petit... Non mais il s'est arrêté. Ouais. Le prochain. On sait que tu es très demandé, donc ça va ressonner. Oui, non, mais on peut mettre en veille. Bon, ils ont... tout ceci a dévié l'économie. En fait, l'économie s'est engagée dans une sorte de course effrénée vers la productivité et la compétitivité et les plus grands profits, fondés sur ce que fut alors la mondialisation, la financiarisation de l'économie, et puis aussi le développement formidable, l'explosion des nouvelles technologies de l'informatique, des NPI, qui devraient être un atout majeur enfin, pour l'humanité, mais qui sont souvent sous le contrôle pour leur plus grand bénéfice des Monsanto, des Gogol, des Goldman Sachs, etc. Alors
précisément à ce moment, alors que dans cette déviation de l'économie vers l'économie financière, que se sont multipliées en contrepartie, je dirais, des initiatives visant à réparer les dégâts de cette économie, les réparer en créant des emplois pour les personnes rejetées du marché du travail, en répondant à des besoins non satisfaits parce qu'ils étaient délaissés du marché faute de rentabilité supérieure, préservant aussi l'environnement, la santé, la culture, les biens communs, et en s'appuyant sur les échanges de proximité. Je crois que c'est ça qui se développait, des initiatives qui, à la fois donc réparent les dégâts, les effets destructeurs, déstabilisateurs du économie à finalité du profit, mais qui en même temps amorcent d'autres modes d'aménagement du territoire, et c'est très très important en ce qui concerne les PTCE, nous y reviendrons, et puis aussi pour chacune de ces entreprises, de ces initiatives nouvelles, de ces entreprises d'économie sociale et solidaire, de nouvelles façons de produire, de consommer, d'échanger, et aussi de gouvernance. Tout cela est tout à fait lié entre eux. Alors, toutes ces initiatives étaient nombreuses, elles sont devenues de plus en plus nombreuses, elles se sont multipliées, elles étaient aussi tout à fait diverses, et la plupart extrêmement innovantes, donc extrêmement inspirantes, mais aussi elles étaient très, très dispersées, et non seulement dispersées, mais fragmentées, très très peu médiatisées, et donc en conséquence leur rôle de pionnier, leur impact sur l'économie globale et sur l'économie territoriale elle-même n'ont pas été suffisamment reconnus, en tout cas sont véritablement mal reconnus. Donc, et c'est là où je crois que nous arrivons à l'histoire des PTCE, mais il faut toujours se plonger dans l'avenir le plus frais pour voir comment s'enchaîne l'histoire. Nous avons voulu à la fois faire connaître l'existence de toutes ces initiatives, leurs succès, leurs problèmes, leurs projets, leurs perspectives, mais aussi leur valeur de solidarité sociale, de cohésion sociale face aux intérêts personnels et à la concurrence effrénée. Et c'est ça que nous avons voulu faire avec les États généraux dont François a parlé. C'est pas si vieux, mais enfin tout de même, ça a maintenant 6 ans, puisque c'était en 91. Je veux dire qu'on a, je pense, plus rien fait d'aussi massif, enfin. On prépare les deuxièmes. Oui, mais j'espère qu'il sera plus massif encore, hein, parce qu'il faut faire chaque fois beaucoup mieux. Pendant 3 jours, plusieurs milliers de personnes se sont réunies, plusieurs centaines d'associations, d'entreprises, d'initiatives sont montrer de façon concrète ce qu'elles savaient faire, ce qu'elles allaient faire, qu'elles existaient, qu'elles tenaient bien la route. Comme l'a dit François, c'était accompagné
de 400 cahiers d'espérance. C'était un peu une allusion aux cahiers de doléances de la Révolution, mais nous ce sont les cahiers d'espérance. Donc, vous aviez bien compris qu'on pouvait faire ça. Il ne s'agissait pas seulement de réunir des gens, mais il fallait plonger dans la réalité des expériences qui se faisaient à travers tout le pays, d'où ces cahiers d'espérance. Et nous avions essayé déjà de synthétiser tout cela. Le labo avait proposé 60 propositions pour une autre économie. Laurent Fraisse. Nous en reparlera probablement cet après-midi. Alors, je dois dire que les 60 propositions, c'est avec Laurent Fraisse et Tarek Ghezali que nous avons tous les trois fabriqué en quelques mois ce bouquin qui reste, je crois, le bouquin le plus valable sur les fondements même de l'économie sociale et solidaire. Et l'une de ces 60 propositions n'était autre que les PTCE. Et puis, au lendemain de ces états généraux, de ces propositions, il fallait agir. Des initiatives se sont créées pour, on a vite compris sur tout le territoire quel était l'intérêt de ces PTCE. Et donc le labo, le MES, le CNCRES, le RPES, le CORAS se sont réunis pour faire de cette proposition, qui nous semblait très importante, une démarche structurante de l'économie sociale et solidaire. Alors, structurante pourquoi? Structurante en quoi? Ben, je pense que elle est, on peut le dire, en se saisissant des 4 termes de l'acronyme PTCE. Bien sûr, elles sont entrées sur le territoire. Mais c'est des territoires qui sont très différents les uns des autres. Ça peut être un quartier urbain, un quartier difficile, ou un autre quartier. Ça peut être un éco-quartier, par exemple. Ça peut être une zone rurale périurbaine, ou une zone rurale un peu plus ou moins désertifiée. Il y a donc diverses sur les territoires, les choses se passent de façon extrêmement diverse. De même, le deuxième terme, il s'agit de coopération. Et alors là aussi, ça peut être c'est un terme qu'il faut creuser. Une coopération, bien entendu, entre des associations et des entreprises d'économie sociale et solidaire. Mais on ne va pas rester entre soi, et d'ailleurs la loi d'économie sociale et solidaire qui fait une large place au PTCE indique bien qu'elles sont créées par des entreprises d'économie sociale et solidaire, mais elles comprennent aussi des artisans, des PME locales, alors que ce sont des petites entreprises qui sont dans la proximité, qui sont sur le territoire. Et puis, bien sûr, il peut y avoir, il doit y avoir, autant que possible, une coopération aussi avec les collectivités territoriales, et s'il y a dans le coin des établissements culturels, et bien évidemment avec eux qu'il faut aussi coopérer. Donc, territoire, coopération au sens le plus large du terme, ce sont aussi des activités
économiques. Pas une activité charitable, ce sont des activités économiques, ne serait-ce que par la mise en œuvre de ressources, d'activités, d'emplois, qui ont bien entendu une valeur, qui ont un prix. Et enfin, ce sont des pôles. C'est-à-dire des lieux d'attraction, des lieux de dynamisme, des lieux ouverts sur le monde. Sont sur le territoire, mais elles sont ouvertes sur le reste du monde pour acquérir de nouvelles valeurs, de nouvelles pratiques, de nouvelles techniques. Et de ce point de vue-là, on peut les comparer au pôle de technologie. Les pôles de technologie ont été créés pour s'ouvrir à de nouvelles expériences, à de nouvelles expertises, etc. Elles sont technologiques, mais nous aussi. Bien entendu, nous avons une finalité sociale, mais on passe par des technologies, par beaucoup de créativité, une créativité qui est souvent technologique. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'antinomie entre ces pôles, notamment les clusters, et je pense que le contact, le travail entre des pôles qui sont tout de même beaucoup mieux aidés, beaucoup mieux nourris par la puissance publique que les PTCE, il faut bien le dire. La technologie prime sur le social, encore dans les projets des gouvernements. Donc il faut jouer pleinement notre pôle d'attraction de dynamisme. Alors ainsi conçu, ça a marché comme ça. Je crois que nous avons eu un essor extrêmement rapide, des PCE, je dirais presque près de 200 PTCE, mais peut-être pas à 200 qui fonctionnent de façon tout à fait parfaite. En tout cas, de nombreux PCCE, dans ceux qui ont signé la charte que nous avons établie dans l'interréseau, sont une soixantaine. Ils sont très divers, hein. Ils sont très divers à la fois. Ils sont divers dans leurs activités, ils sont divers dans leur fonctionnement, ils sont divers dans leur partenariat, ils sont divers dans leur forme de financement, divers dans leurs activités. Dans certains cas, ils ont une mono-activité principale, hein. Ils sont autour de l'agriculture, de la consommation, ou ils sont autour des services aux personnes, ou ils sont autour de l'informatique, ou de la transition écologique, mais beaucoup d'entre eux sont pluriactivités. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être une activité dominante, mais ils ont d'autres activités qui se sont greffées autour de la première. Donc, ils sont divers dans leurs activités, mais aussi dans leur fonctionnement. Comment fonctionne un PTCE? Ce sont 30, 50 entreprises, beaucoup de salariés, beaucoup de bénévoles. Il y a beaucoup de gens qui sont... Alors, ils ont décidé de travailler ensemble, de se mutualiser autant qu'ils le pouvaient. Éventuellement, ils ont un lieu commun. Mais comment sont-ils organisés? Quelle est leur gouvernance? Le fonctionnement est très variable, hein, d'un PTCE à l'autre. Beaucoup de TCE ont finalement l'entreprise dynamique qu'ils ont créée qui continue à jouer le rôle de moteur. Dans d'autres PTCE, on a créé une association qui est chargée
d'un certain nombre d'activités communes, qui ne sont pas les mêmes. Ça peut être quelquefois limité à la comptabilité, à la direction du personnel, mais quelquefois ça va plus loin, ça a un caractère stratégique, c'est-à-dire de créer de nouveaux projets. Et ceci donc, par là même, de créer de nouveaux partenariats. Et là aussi, les partenariats sont très différents. Ce sont très souvent des partenariats avec les collectivités locales, ça va de soi, et c'est même pratiquement prévu par la loi de l'économie sociale et solidaire, mais ça peut être avec des institutions éducatives, culturelles, publiques ou privées. Vous avez des exemples, des exemples très nombreux. Cher Claude, juste, je voudrais pas, parce que le temps passe, c'est comme ça, mais je voudrais pas que tu n'abordes pas, ce n'est pas dans l'acronyme des PTCE, mais c'est le thème de notre journée. Nous en avons beaucoup parlé en préparant le film, par exemple, qu'on est en train de tenter de faire sur ta vie, puisque c'est un de nos projets. Mais la question de la citoyenneté, tu m'as dit plusieurs fois, même si elle n'est pas dans le mot, c'était pour moi, tout du moins, oui, pour toi, en l'occurrence, quelque chose qui était très fort. Et tu faisais référence au programme de la résistance. Et nous avons beaucoup abordé cette question de la coopération à l'origine des réseaux de la résistance, et comment toi tu voyais cette histoire qui était loin d'être évidente de coopérer entre citoyens. Tu as tout à fait raison. Enfin, moi, je suis très préoccupé par ça, très impliqué par ça depuis très longtemps, puisque la résistance c'est vraiment très vieux. Non, je pense que effectivement, si les pôles, si les PTCE veulent s'ouvrir, elles ne peuvent le faire que par la mobilisation des citoyens. Au départ, c'est un certain nombre de citoyens qui comprennent l'intérêt économique, coopératif pour faire un PTCE. Et si le PTCE veut plonger dans le développement territorial, veut avoir un impact sur l'économie globale, il faut bien entendu qu'il entraîne beaucoup d'autres citoyens. Et mon sentiment, c'est que cette participation des citoyens, mais le mot participation est en fait trop faible, cette mobilisation des citoyens, ce désir des citoyens de s'approprier la vie publique, d'être maître de leur propre avenir, c'est un élément totalement fondamental pour construire une véritable démocratie sociale. Et ceci, bon, ce que tu m'invites me ramène à quelques 75 ans en arrière, 3/4 de siècle, à la résistance. Je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé. Le programme du Conseil national de la résistance, qui nous a permis de nous développer pendant 30 ans, dont je parlais tout à l'heure, c'est pas le seul général de Gaulle ou Jean Moulin qui ont pu l'élaborer et le mettre en œuvre. Et même ceux qui l'ont signé, dont plusieurs d'entre eux étaient de vrais conservateurs, ils ne l'ont pas élaboré sans difficulté, sans conflit, et ils n'auraient pas pu le faire sans la pression considérable des citoyens qui se trouvaient rassemblés, notamment dans les maquis. Peut-être aussi un mot à propos de ce rassemblement dans les maquis. Ça n'est pas venu tout seul. Ça n'est pas venu tout seul. On ne se rassemble pas, on ne s'unit pas, on ne se mobilise pas spontanément. C'est une longue marche. Ça a été une longue marche au début de la Résistance. Au début, c'était des petits journaux
renéotypé, c'était pas formidable, mais ça permettait de prendre des contacts, c'était des actions, tout ça a été dispersé, c'était des petits réseaux qui n'arrivaient pas à communiquer entre eux, qui ne se connaissaient pas, et qui en tout cas ne s'entendaient pas. Tout ça a duré disons, de 1940 à 1943, enfin, c'est au printemps 1943, juste avant malheureusement son arrestation et son assassinat, que Jean Moulin a réussi à mettre sur pied le Conseil national de la Résistance, et c'est seulement en 1944 que le programme a été rédigé. Et moi-même, mon expérience, c'est que en 1943, j'ai été renvoyé par Jean Moulin dans la Drôme, département que je ne connaissais pas alors, et il m'a dit c'est un véritable merdier, tout le monde est contre tout le monde, les communistes contre les gaullistes, ils sont 15 organisations qui se tirent les pattes, les protestants contre les catholiques, la Drôme du Sud contre la Drôme du Nord, il faut faire quelque chose. Et ce que j'ai fait, tous l'ont fait dans les autres départements, c'était le bon moment, c'était le moment où les choses allaient mûrir. Il y a toujours un moment qu'il faut saisir, un moment d'approfondissement ou de maturité politique. Au bout de 4 mois, il y avait des comités locaux de libération sur tous les territoires qui ont formé un comité départemental de libération. Et c'est cette unité de la résistance qui a véritablement permis de construire des maquis. On n'aurait pas pu, sans ça, construire des maquis. Et c'est parce qu'on avait construit des maquis que les dizaines de milliers, 6 à 7 000, en ce qui concerne le seul département de la Drôme, appelés au STO, ont pu venir, non pas travailler en Allemagne, mais se réfugier dans les maquis. Et dans les maquis, bien sûr, il y avait des coups de main, mais il y avait beaucoup de temps mort. Il faut se rendre compte de qui c'était vraiment toute la population française, c'était des jeunes hommes entre 20 et 40 ans, pas beaucoup de femmes, hein, mais les femmes, elles étaient là par des agents de liaison, elles ont un rôle formidable dans la résistance, mais comme agents de liaison. Beaucoup dépaysés, ils venaient de partout, et aussi désœuvrés pour la première fois, et ils avaient envie de discuter. Et véritablement, ça a été des clubs de citoyens. Et ces clubs de citoyens ont beaucoup pesé sur l'élaboration du programme de la résistance. Alors si je vous dis ça, parce que l'histoire, elle sert au présent, elle sert à bâtir l'avenir, c'est qu'on est, bien sûr, les choses sont complètement différentes, nous ne sommes pas occupés, nous avons encore des libertés, certes formelles en partie, mais tout de même très précieuses, nous avons des protections sociales qui sont un peu gardons-les, mais qu'il faut absolument défendre pied à pied, mais nos oppresseurs, ils sont beaucoup moins visibles, ils sont beaucoup moins repérables. On fait signe, tu sais, il faut clore. Oui, parce que, bien sûr, je savais, tu sais, dans le Spirou de mon enfance, il y avait les histoires de l'oncle Paul, et là, c'est les histoires de l'oncle Claude, on pourrait t'écouter pendant des heures, mais mes amis ont préparé un planning extraordinaire, si nous voulons prendre la parole. Non, alors, ce que je veux dire, c'est que c'est un exemple formidable. Nous sommes dans la même situation. Nous sommes dans la même situation. Il y a des initiatives multiples, des choses formidables qui se font, mais on sent bien encore qu'on n'a pas limité. Il faut absolument promouvoir, à travers des exemples qui intéressent la vie des gens, les PTCE, ça intéresse la vie des gens, la capacité des citoyens pour s'approprier la démocratie sociale
pour construire, je dirais, un futur désirable. On peut le faire. C'est à la portée de la main. Mais je reviens à mon expérience de la Renaissance. On ne l'a pas fait tant qu'on n'a pas été unis. Et donc, moi je terminerai simplement en disant que ceux que nous connaissons bien, qui ont mis dans leur programme le développement de l'économie sociale et solidaire, bravo. Et il faut les soutenir, les encourager, mais il faut les prier instamment aussi de s'unir pour que ces programmes voient le jour et que nous fassions de cette époque électorale non pas une régression, mais un pas en avant vers tout ce que vous essayez depuis des années de construire. Et il faut peut-être le petit coup de main supplémentaire pour que la mayonnaise prenne. Et ça se fait dans des réunions comme ça. Chaque réunion est un élément, est une étape vers aller plus loin. Mais je pense que le contexte général peut jouer aussi, et il ne faut pas manquer l'occasion de ces élections. Merci.